Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. On va parler aujourd'hui négociation. On a tous les jours l'occasion de négocier en famille avec ses enfants ados, avec ses amis pour définir la destination des vacances, avec son manager pour négocier son salaire et ses augmentations, ou avec un client pour obtenir des meilleures conditions commerciales. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir à nouveau un habitué des masterclass, Frédéric Bonneton, qui est un des grands spécialistes de la négociation en France. Bonjour Frédéric. Bonjour Roland, merci de ton invitation. Bienvenue. Tu coécris ce livre avec Christophe Coppen, ancien commandant du RAID, chef du service gestion de crise et négociation. Vous avez, à vous deux, pendant ces 20-25 dernières années, été confronté à beaucoup de négociations successful et puis un certain nombre d'échecs et ces erreurs que vous avez observées sur le terrain concrètement, que vous partagez dans ce livre. Déjà, tu parles de trois types de pièges. Il y a les erreurs, les fautes et les pièges. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on distingue ces trois blocs, les erreurs, les fautes et les pièges? Bien sûr. Alors, on a écrit ce livre d'abord parce qu'il n'y avait rien écrit dessus et qu'on s'est rendu compte que la plupart du temps, c'est pas que tu n'as pas réussi la négociation, c'est que tu l'as raté. Et on s'est dit, si déjà on évitait de les rater, ça donnerait une bonne chance d'être successful dans les négos. Donc, les erreurs, en fait, c'est vraiment... tu t'es pas préparé. Voilà, tu t'es pas préparé et tu arrives en négo et finalement tu savais qu'il ne fallait pas le faire, mais tu le fais quand même. Tu sais, c'est une bêtise entre guillemets. Et il y en a plein des erreurs. La faute, c'est plus embêtant. Donc l'erreur, ça se prépare. Tu vois, si tu te prépares bien, tu évites les erreurs. Les fautes, c'est que tu n'es pas formé en fait. D'accord. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. Tu fais ce qu'il faut vraiment là, tu fais ce qu'il faut pas faire. Et puis tu le refais encore et encore. Et les pièges, il y a deux types de pièges. Et les pièges qu'on te tend. Donc que la partie adverse va te tendre pour te déstabiliser, pour obtenir plus, pour, on va dire, tout ce qui est piège psychologique. Mais ça peut être aussi des pièges de protocole. Enfin, il y a plein de types de pièges. Et puis les pièges que tu te tends à toi-même. Voilà, parce que tu rentres dans un processus psychologique qui fait que tu ne vas pas optimiser ta négociation. Donc les pièges, c'est dans la salle de négo de la grande distribution, rester pendant une demi-heure en chaleur, dans une salle surchauffée, sans eau. C'est ça. Et les statistiques disent d'ailleurs que 30% des commerciaux dans ces situations-là n'osent même pas commencer avec le prix qui avait été décidé au départ. Donc ça a un impact. Tu peux pas tourner ça dans tous les ans, ça a un impact. Le cerveau nous joue des tours, ces fameux biais. Ouais. Dans ton expérience, quel est le biais le plus courant que tu as rencontré ? Alors en négociation, je pense, ce qu'on retrouve partout, c'est ce qu'on appelle le biais des bonnes relations. C'est-à-dire que tout le monde veut être aimé et tu ne veux pas frustrer quelqu'un avec qui tu as tout fait pour créer une bonne relation. En négociation sociale, le DRH qui a réussi à créer une bonne relation avec les syndicats ne va pas avoir envie de se fâcher en étant trop dur. Le commercial qui a réussi à tisser une bonne relation avec l'acheteur, entre guillemets, va pas vouloir être trop dur. Le manager, tu vois, enfin voilà, et le politique, tu peux prendre ça dans tous les domaines de la négo. À un moment donné, tu vas favoriser la relation et la protéger plutôt que de favoriser la négociation que tu es en train de faire. Parce que tu penses que si tu négocies de manière un peu trop appuyée, entre guillemets, tu risques d'abîmer la relation. Parce que tu as l'impression d'ailleurs, parce que tu sais peut-être pas faire, parce que tu sais peut-être pas négocier de manière assertive et que tu as l'impression que tu vas être trop dur, etc. Donc c'est peut-être un manque de savoir-faire qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir l'excuse de « non, mais j'ai pas voulu abîmer la relation ». Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est le truc, le piège de négo que tu retrouves dans tous les types de négociations. On veut être aimé. Eh oui, on veut être aimé. Mais c'est vrai en plus qu'on veut être aimé et qu'on en a besoin. Sauf que tu tombes dans ce qu'on appelle le syndrome du nice guy et tu passes d'un besoin d'acceptation sociale à une soumission sociale. Et quand tu es en soumission, tu n'es pas en bonne position de négo. L'émotion, c'est le moteur le plus puissant dans la négociation. Ça a été
ton cheval de bataille toutes ces dernières années. La négociation émotionnelle, c'est un des best-sellers sur la négociation, c'est absolument passionnant. Tu y parles de points de contact émotionnel, tu y parles de priming, de storytelling. Si on devait résumer en quelques points la négociation émotionnelle, comme peut-être des fondamentaux avant de rentrer dans les pièges, comment est-ce que tu résumerais peut-être en 2-3 points frappants le rôle des émotions dans les négociations? Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences vraiment nous ont apporté quelque chose de fondamental dans la notion de décision. D'accord ? Or, toute négociation, toute vente doit aboutir à une prise de décision. Et on sait aujourd'hui que les décisions, elles sont prises au niveau de l'inconscient et qu'elles sont ensuite post-rationalisées, on va dire. Et donc, cette notion d'émotion, c'est ce qui te pousse, c'est ton drive dans la décision. Et je vais même un peu plus loin. Souvent, la rationalité bloque la décision. Tu vois, moi, par exemple, si je rentre dans un magasin dont le logo est la pomme et que je vois le dernier appareil qui vient de sortir, émotionnellement, on ne va pas me demander pourquoi, j'ai envie de l'acheter. Donc, mon émotion me pousse. Si je me mets à rationaliser, qu'est-ce que je vais dire ? Attends, c'est super cher, c'est le prix d'un ordinateur, tu en as déjà un qui fait à peu près la même chose, la planète, etc. Donc, ma rationalité va bloquer mon processus de décision émotionnelle. Par contre, si l'émotion l'emporte, parce que quelqu'un en face de moi va savoir jouer sur mon émotion, derrière, je vais post-rationaliser. Ouais, mais enfin, quand même, l'appareil photo, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, dans mon métier, j'ai quand même besoin d'avoir le dernier. Et puis, les applications, c'est gourmand. Aujourd'hui, l'IA, il faut... Voilà. Bon, toi, donc, je vais post-rationaliser mes décisions. Donc, en fait, tout le savoir-faire d'influence consiste à dire, je vais contourner l'esprit rationnel qui est l'esprit critique, qui critique, pour aller impacter l'émotion qui est le moteur de la décision. Donc en fait, tous les grands négociateurs, tous les grands vendeurs savent ça, tu vois. Et donc ils passent leur temps à essayer de bypasser, de contourner l'esprit critique qui est critique et qui bloque pour aller chercher l'émotion qui, elle, pousse à la décision. Donc ça, c'est le modèle général, d'accord ? Après, dans une négociation pure, où on est d'accord pour travailler ensemble, et on va voir si on peut travailler ensemble, là, il faut faire attention à ce phénomène d'émotion, parce qu'il peut être contre-productif. D'accord ? Et là, il y a besoin d'être hyper méthodologique, hyper structuré, bizarrement. Finalement, tu nous dis au début, on a besoin d'être aimé, et ça peut nous mettre en situation de faiblesse, Ouais. Mais les émotions peuvent devenir un outil extraordinaire pour guider et finalement gagner une négociation. Ah bien sûr. Et en fait, ton job en tant que négociateur, c'est de contrôler tes émotions. Très bien. Donc, mais c'est surtout d'impacter les émotions de l'autre, qui sont les émotions qui vont le mettre en mouvement pour aller vers une décision. Et on sait que quand on négocie, le plus difficile, c'est souvent de combattre le statu quo. On en parlait en préparant cet entretien. Évidemment. La passivité et le statu quo du client, c'est toujours l'ennemi de la décision et donc l'ennemi de la vente. Et oui, et puis c'est confortable. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a pris une décision, on pourra toujours lui reprocher de l'avoir prise. Alors qu'une non-décision, c'est collectif, tu vois. Bon, personne n'a décidé. Putain, il y a eu une non-décision, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, mais qui ? Bon, t'en sais rien. Alors que quand tu as décidé, là, on sait que c'est toi. Donc, évidemment, la prise de risque n'est pas la même. Alors, dans ce livre, qui est très bien fait, il y a 26 ou 27 pièges qui sont décrits très précisément en 3 parties. La préparation, ouais. La conduite de la négociation, ouais. Et puis l'après-négociation. Et je sais que ça, pour Christophe Coppen, qu'on avait reçu il y a quelques années ici, la partie rétex, retour d'expérience, est extrêmement importante, notamment avec ces expériences du RAID. Ouais. Peut-être qu'on peut commencer par la préparation. Un des premiers éléments que tu mentionnes, c'est finalement l'impréparation. Ouais. En fait, alors si tu dis impréparation, tout le monde va dire non, mais c'est pas vrai, je me prépare. Donc en fait, il faut comprendre le modèle. Le modèle de négo, c'est ce qu'on appelle le modèle des 3 P. D'accord ? Donc le premier P, c'est le problème. C'est la substance de la négo. De quoi on parle ? Le deuxième P, c'est le processus. C'est la méthode de négo. Et le troisième P, ce sont les personnes. C'est les interactions. Et donc en fait, dans une négo, tu dois travailler sur ces 3 dimensions. Le problème, l'enjeu de la négo. Je te vends une voiture, des vacances, peu importe, une usine clé en main, peu importe.
Le deuxième, c'est la méthode. D'accord, donc la méthode, c'est la distribution des rôles, la carte des acteurs, la stratégie de négo, est-ce que je commence par ce qui est facile ou ce qui est difficile, la balance des pouvoirs, enfin toute la méthode de négo. Et puis le troisième, P, c'est les interactions, c'est la psychologie, les biais cognitifs, les techniques d'influence, etc. Quand tu regardes l'impact de ces 3 P sur la réussite d'une négo, celui qui a le plus d'impact, c'est les personnes, c'est les interactions. C'est 50% de la réussite d'une négo. Ensuite, c'est la méthode, 40%. Et le contenu de la négo, le sujet, c'est 10% de la réussite. Pour une raison simple, c'est que si on négocie, c'est qu'on est d'accord pour travailler ensemble. Sinon, il n'y a pas de négo. Donc on est d'accord. Donc pour rater une négo sur le contenu, bon, faut le vouloir, parce que si tu veux, quand même, l'ensemble des données du problème ont été exposées. On est d'accord pour avancer, on y va sur la négo, on va trouver un accord. Donc le problème, ça peut arriver quand on ne tombe pas d'accord, mais c'est rare. Ça explique quoi ce modèle 10, 40, 50 ? Ça implique aussi, et tu le disais en début, tout le monde négocie tout le temps. Bah oui, si tu es bon dans la relation, tu vois, si tu es un peu malin, si tu as de l'intuition, un peu de bagou, un peu de charisme, que tu fais les concessions qu'il faut, et puis tu as acquis au fur et à mesure des années un peu de technique, tu arrives à faire une négo à peu près correctement. Mais quand les interactions se dégradent, parce que le marché est tendu, parce que la personne en face a changé, parce que, bon, peu importe, bah, tu perds les 50% qui faisaient ta force. Tu n'as pas été formé en négo comme il faut, donc les 40%, tu les as pas, d'accord ? Et finalement, bah, tu vas lâcher sur les 10, et c'est là que ça devient difficile. Et c'est là qu'il faut être formé, c'est là que tu vas tomber dans les pièges et les erreurs, etc. Et je reviens sur ton histoire de préparation. Les gens préparent. Ils préparent beaucoup les 10%. Ils préparent peu la stratégie et ils ne préparent pas du tout les interactions parce qu'ils connaissent, parce qu'ils savent, parce qu'ils font confiance à leur intuition. Et donc, quand on dit ils ne préparent pas, en fait, tout le monde va dire si, je prépare. Oui, non, mais tu prépares 90% de ton temps, tu le prépares sur ce qui a 10% d'impact sur la réussite. Donc, il y a un problème. Donc, c'est une erreur majeure de préparation, c'est te tromper sur quoi tu te prépares en fait. C'est passionnant. Le manque de compétences, donc c'est travailler sur le deuxième, là, avec oui. le processus. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, bah, c'est Dunning-Kruger, c'est-à-dire comme tout le monde négocie. C'est en fait la négociation, comment dirais-je ? C'est un peu comme le football, tu vois ? C'est-à-dire tout le monde sait jouer, tout le monde connaît les règles, tout le monde est champion du monde. Et puis d'ailleurs, moi, je joue tous les week-ends à Bagatelle avec des copains. Donc je sais jouer au football. Mais entre jouer le week-end à Bagatelle et jouer en équipe de France, en professionnel, tu as à peu près le même écart entre je négocie de manière instinctive, naturelle, tu vois, et je négocie comme un professionnel. Et cet écart, en partie, il est dû justement à comprendre les méthodes de négo. Tu vois. Comprendre que dans une négociation, tu as des rôles. Tu as le drafteur, tu as le porte-parole, tu as l'observateur, tu as l'expert. Et que chaque rôle sous-entend un comportement, un objectif, etc. C'est comprendre qu'effectivement, tu as, dans des négociations complexes, multi-rondes, tu as des stratégies de ce que tu vas aborder en premier, en deuxième, en troisième, etc. Que ta première phrase en négo, elle est essentielle. Que tu as du travail sur la sémantique. Tu as les mots tabous, tu as les mots totems que tu vas devoir utiliser, pas utiliser, en fonction des négociations. Enfin bon, je pourrais t'en parler des heures. Hein. Un programme basique de négo, c'est 21 heures pour comprendre toutes les techniques. Et après, tu as la négo sous pression. Et après, etc. Donc, voilà, négociateur professionnel, c'est un métier. D'ailleurs, Christophe Kroppen, il a créé un bac plus 5 de négociateur professionnel, Policred. Donc, voilà, en allant chercher, tu vois, des contenus à la fois médicaux, scientifiques, techniques, enfin, voilà, plus tout ce qu'ils ont apporté. Donc, c'est un métier. Et sauf que, voilà, il est peu diffusé, en fait. Peu de personnes prennent le temps d'apprendre à jouer au foot en professionnel. Parce que parfois, ça suffit de jouer en amateur. Un des grands pièges, c'est l'équipe. C'est la constitution de l'équipe et la répartition des rôles. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette structure d'équipe et comment on doit se répartir là-haut ? Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber ? Ouais. Il y a un livre qui s'appelle Breaking the Code, qui est assez intéressant à lire. Un garçon qui s'appelle Azinger, qui a été l'entraîneur américain de l'équipe de golf de Ryder Cup.
Et figure-toi que les Américains, dont individuellement ils sont tous plus forts que les Européens sur le papier à l'époque, avaient perdu 2 fois ou 3 fois d'affilée la Ryder Cup. Ça, c'est pas possible. Et donc on met Eisinger à la tête du truc. Et lui, il cherche à comprendre en fait. Et il regarde l'équipe européenne. Alors évidemment, c'est compliqué l'équipe européenne. Tu as des Espagnols, tu as un Français, des Irlandais, des Anglais, des machins. Et donc dans la Ryder Cup, tu as les 2 premiers jours, c'est par équipe de 2. D'accord ? 2 contre 2. Donc 2 Européens contre 2 Américains. Et en fait, il se rend compte que les Européens, comment ils construisent leurs équipes ? Ils mettent les gars qui parlent la même langue, qui vont bien s'entendre, tu vois. Alors que les Américains, ils le font techniquement. C'est-à-dire, il y en a un qui est fort sur les coups longs, je vais le mettre avec quelqu'un qui est fort sur les coups courts, sur les approches. Et il se dit, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans notre approche ? Et il retravaille le modèle en disant, je ne vais pas faire des équipes sur leur savoir-faire technique, je vais faire des équipes entre personnes qui s'entendent bien entre elles, tu vois, qui ont envie de bosser entre elles. Et ils reconstituent des équipes, non pas basées sur leur savoir-faire, mais basées sur leur savoir-être, leur capacité à s'entendre. Et ils gagnent. Et cette histoire, elle est intéressante. Et breaking the code, c'est-à-dire j'ai cassé le code d'une équipe performante. C'est pas d'associer des gens qui sont bons techniquement, c'est d'associer des gens qui sont capables de travailler ensemble. Ce qui est quand même un sujet assez différent. Et quand tu crées une équipe, tu as des rôles. Et par exemple, tu as le rôle du drafter. Le drafter, c'est celui qui prend des notes, d'accord, et il note tout. Et il va être le garant du processus. Et quand on va s'égarer, ce qui arrive souvent dans une négo, dans des conversations circulaires, où on va être dans l'argumentation plutôt qu'être dans la proposition, contre-proposition, c'est lui qui va dire « Ah, là, je pense qu'on est en train de tourner en rond. » Voilà. Quand on réussit à avoir des acquis, c'est lui qui va dire « Bon, donc je récapitule, on a fait ça, etc. » Si c'est le gars le plus bavard, le mets pas en drafter, tu vois, il va pas y arriver, ça va être un enfer, voilà, etc. Donc tu as des rôles, l'observateur, le négociateur, qui dépendent évidemment de ta compétence naturelle, hein, plutôt à parler, plutôt à influencer, plutôt à prendre des notes, plutôt à écouter, plutôt à observer, etc. De ta situation dans l'entreprise, hiérarchique, enfin bon, etc. Donc c'est vraiment important. Et après, tu as d'autres rôles qui sont des rôles d'influence que tu peux avoir, notamment dans les pièges, good cop, bad cop, enfin, etc., mais qui sont des rôles, j'allais dire, entre guillemets, manipulateurs, dans lesquels nous, on ne conseille pas d'aller, bien sûr, parce qu'on est plutôt sur les rôles de négo, mais dans lesquels tu peux tomber si l'autre en face essaye de jouer. Voilà. Et donc ça, il faut être capable de le décrypter, et tu as pas mal de rôles de négo comme ça qu'il faut identifier, quoi. Tu parles du syndrome d'Argenteuil. Qu'est-ce que c'est le syndrome d'Argenteuil ? Le syndrome d'Argenteuil, c'est un syndrome qui a été décrypté par Christophe Coppen lors d'une... Enfin, c'était un gars à Argenteuil, je passais, qui s'était enfermé parce qu'il avait fait l'objet d'une éviction de son domicile. Et il s'était enfermé dans son domicile avec son casque de militaire de guerre, son fusil, et il avait déjà tiré sur un policier. Et il y avait 2 policiers... qui venaient d'arriver, mais du commissariat local, qui négocient en dessous en disant bah, « Allez, rends-toi, descends, etc. » Et quand Christophe arrive sur la scène, il y va et il leur dit bah, « Allez, maintenant, vous me laissez prendre. » Et les gars ne voulaient pas partir, en fait. En disant « Mais non, enfin... » Et donc, il a eu beaucoup de mal à les faire partir. Et en fait, il a décrit ça comme le syndrome d'Argenteuil, c'est-à-dire la difficulté que tu as quand tu es sur un dossier et que tu n'y arrives pas, à un moment donné, de savoir lâcher prise et de laisser la place à quelqu'un d'autre. Et ça, souvent, ça peut être un sujet, tu vois, c'est-à-dire, comment dire, par exemple, dans la grande distrib, moi, je suis commercial, je vais voir le chef de rayon, et le chef de rayon me dit, il est super ton produit, je le veux. Maintenant, tu vas négocier avec l'acheteur. Donc moi, chef de rayon, j'abandonne, tu vois, la responsabilité de la négo à l'acheteur. Le vendeur, lui, il voit le chef de rayon, et après, c'est lui qui va négocier avec l'acheteur. Et souvent, c'est une erreur, parce que les meilleurs vendeurs sont les plus mauvais négociateurs. Et on pourra revenir là-dessus si ça t'intéresse en termes d'erreur, c'est un truc majeur. Est-ce qu'il serait capable de lâcher en disant bah, « Ok, maintenant je te mets un négociateur professionnel en face ». Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est assez intéressant. Alors nous, on forme beaucoup de commerciaux à la négo parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le modèle. Mais tu pourrais t'interroger quand même sur l'intérêt de mettre ton vendeur en face d'un acheteur professionnel qui, lui, est un négociateur. Alors que ton vendeur, c'est un vendeur, c'est pas un négociateur. Et alors pourquoi les vendeurs sont des mauvais négociateurs ? Parce qu'ils vendent. En fait, si je te vends de la valeur, à toi, peu importe en tant qu'utilisateur, je vais être super bon.
Et si j'ai pas d'acheteur en face, si j'ai pas de négociateur, il n'y a même pas de négo en fait. Je t'ai vendu la valeur. Tu l'achètes. Tu vois ce que je veux dire? Mais si moi je te dis j'adore ta valeur, maintenant c'est pas moi qui décide, tu vas voir l'acheteur, tu te retrouves en face d'un négociateur. Et qu'est-ce qu'il fait le vendeur? Ben, il vend. Il dit, t'as vu notre produit extraordinaire. Et là, et qu'est-ce qu'il fait l'acheteur? Le négociateur, il dit, ah ouais, bien sûr, il est super ton produit. Mais tu sais, j'en ai 4 comme ça concurrents qui disent la même chose. Donc, bien sûr, au niveau des opérationnels, ils veulent bien bosser avec toi, mais ils veulent bien bosser avec les autres. Et pour bosser avec nous, il y a 3 leviers. Il faut que tu sois OK avec les opérationnels, OK avec le juridique et OK avec moi. Donc, est-ce qu'on peut bosser ensemble ou pas? Prix, quantité, délai, machin. Donc les prix, c'est beaucoup trop cher par rapport aux autres. Ouais, mais t'as vu la valeur? Et il continue à faire une vente, tu vois? Il dit, non, mais ça sert à rien de vendre. Il faut négocier. Et c'est pas du tout les mêmes techniques. Et donc, si t'es pas formé à la négo, que tu fais de la vente, bah, tu te fais triper en vrai. Donc il faut que tous les vendeurs changent de braquet, Ah ouais. Il faut que changent de casquette et bien deviennent sûr. des négociateurs. Et c'est super dur. C'est super dur. Parce qu'en fait, ils sont tellement dans la vente que quand ils sont en négo, ils veulent continuer à te faire des ventes. Mais vous avez vu, on a investi en R&D. Ouais, bien sûr. Ils s'en foutent en fait, le négo. Et alors à l'inverse, Frédéric, est-ce que les bons négociateurs sont des bons vendeurs? Alors ça, c'est une bonne question. Pas forcément, parce qu'en fait, le négociateur, il est vraiment dans la méthode. Et justement, il essaye de s'extraire de l'émotion. Alors que le vendeur, lui, son ami, c'est l'émotion. Et d'ailleurs, quand tu es avec un négociateur de type acheteur, lui, il a des grilles. Et il essaye de te faire rentrer dans une grille. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut éviter l'émotion, justement. Et donc le vendeur, son job, c'est de te faire rentrer dans l'émotion pour te vendre de la valeur. Donc, est-ce qu'un négociateur est un bon vendeur? Je ne suis pas certain. Et en plus, quand tu es acheteur, soit tu es heureux, et donc ça veut dire que le fait qu'on t'aime n'est pas ton premier facteur, et donc tu n'as pas forcément envie de plaire, alors qu'un vendeur, quand même, son job, c'est de plaire, quoi. Donc, tu vois, on pourrait pousser. Hein. Je pense que forcément, certains acheteurs pourraient être de bons vendeurs, mais ça veut dire qu'ils sont malheureux en tant qu'acheteurs. Tu mentionnes un bouquin d'Édith Perrault-Pierre, qui est une des grandes spécialistes de la préparation mentale, et qui parle des techniques d'optimisation du potentiel. Ouais. Les techniques d'optimisation du potentiel, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'avec un même savoir-faire, une même expérience, je vais pouvoir être meilleur en travaillant sur soi. Ouais. Est-ce qu'on peut aborder le sujet? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment très utilisé par les forces spéciales, le RAID, etc. Au moment où tu vas subir un stress important, comment tu manages ce stress? Parce qu'on sait bien que le stress, c'est bon jusqu'à un certain niveau, mais s'il y en a trop, tu perds en pertinence, en performance, en capacité de réaction. Et donc, c'est vraiment important quand on a, nous, des programmes de formation sous tension, de gérer ce stress. Et donc, les techniques d'optimisation du potentiel, elles ont été vraiment développées, utilisées. C'est des techniques de respiration, c'est des techniques toutes bêtes, hein, où il faut que tu coupes ta pensée, ton dialogue intérieur qui va générer. Comment tu coupes ton dialogue intérieur en 2 secondes? Si tu ne sais pas faire ça, tu fais monter ton stress, tu fais monter ton taux de cortisol, tu fais monter ton incapacité à réagir, etc. Et quand tu es dans des grosses négociations, en fait, ton stress, tu le fais monter tout seul, quoi. Et si je loupe, et si ça se passe mal, etc. Donc il faut absolument que tu contrôles ces conversations, ton dialogue interne. Et après, quand tu as un gars en face qui te stresse, il faut aussi que tu contrôles tes émotions. Par la respiration, par la capacité à accueillir l'agressivité de l'autre en la décodant. Voilà. Donc c'est vraiment des sujets... alors là, on est vraiment sur le raffinement de la performance en négociation. Et qu'une fois que tu sais négocier, une fois que tu as identifié les pièges, voilà, comment toi tu gères tes propres émotions qui sont évidemment... ton premier piège, quoi. Si je réagis mal, si je réagis à de l'agressivité par de l'agressivité, je rentre dans une spirale inflationniste d'agressivité, ça ne sert à rien. Or, je vois beaucoup ça en égo. Hein. Comment vous pouvez dire ça? C'est inadmissible. Ça n'a pas de sens. Et ce décalage, ça peut être aussi dû à des erreurs de cadrage. Oui. Quelques exemples pour illustrer ces erreurs de cadrage? Alors, les erreurs de cadrage, c'est... alors, tu en as de plusieurs types. Par exemple, ce qu'on appelle les erreurs de cadrage identitaire. D'accord? Je te donne un exemple moi, qui me surprend beaucoup. C'est Donald Trump qui attaque direct la Chine en disant vous êtes des voyous depuis des années, 50%
Voilà. Quand tu sais que le cadrage identitaire en Chine, c'est le plus important, c'est de ne pas perdre la face, tu te dis forcément que tu n'as pas bien pris le problème dans le bon sens. Quand tu sais qu'en plus, eux, ils ont le temps, alors que toi, en théorie, tu as des élections tous les 4 ans, et que tu as les gens qui descendent dans la rue, alors que normalement, c'est assez calme, tu vois bien que cette incompréhension de l'autre t'amène à des erreurs. Je vais donner un autre exemple de cadrage identitaire. Dans les négociations sociales, tu as, on va dire, direction générale versus partenaires sociaux. Tu as un modèle en PNL qu'on appelle les métaprogrammes. Les métaprogrammes, c'est ta manière de voir le monde. Tu en as 40, je crois que ça a été réuni, on va dire, ramené à 14 pour être plus simple. Et sur ces manières de voir le monde, en négo, tu en as 2 qui sont assez intéressantes. Tu as les gens qui voient le global, général, et d'autres qui voient par le détail. Et tu en as qui vont sur un modèle aller vers, tu vois, qui vont vers, et tu en as d'autres qui sont plutôt éviter d'eux. D'accord ? Si tu prends ces 2 métaprogrammes en négociation sociale, une direction générale, elle va être globale, le projet, etc. Et aller vers la performance, aller vers la dynamique. Les partenaires sociaux, ils vont être plutôt sur le détail. C'est-à-dire, moi, combien de négo, tu vois, le DRH, ah, mais le programme global. Oui, mais madame Michu, là, vous avez pensé à elle, tu vois. Et il t'attaque le gars, et évidemment, il n'y a pas pensé, parce qu'il n'a pas tous les détails, et il se fait déstabiliser là-dessus. Et ils ont plutôt un programme, non pas aller vers, mais éviter d'eux. Éviter de perdre nos avantages acquis, éviter de perdre en pouvoir d'achat, éviter d'eux. Et quand tu as quelqu'un qui te parle en aller vers, dans son cadrage, et que l'autre ne t'entend pas parce que lui, il est en modèle éviter d'eux, tu as raté ton cadrage de négo, tu as raté ta sémantique, tu as raté la manière de l'embarquer avec toi dans la négo. Donc la notion de cadrage identitaire, ou, tu vois, elle est super importante en négo. Et ce travail sur les P, finalement, sur les personnes, sur les interactions, il est super important. Est-ce qu'il faut aller sur le cadre de l'autre ou est-ce qu'il faut emmener l'autre dans son propre cadre ? Moi, je pense qu'il vaut mieux commencer par, si tu veux qu'il t'entende, il faut aller dans son cadre. D'accord. C'est vraiment important. Et ça ne t'empêche pas après d'aller vers les résultats, peu importe le cadre. Le cadre, c'est toi ce qui te permet d'être entendu par l'autre, en fait. 1597, Shakespeare écrit Roméo et Juliette, Ouais. et tu en tires l'effet Rosaline. Parle-nous de l'effet Rosaline. Ah, l'effet Rosaline. Alors, Rosaline, c'est la cousine de Juliette. Et Rosaline est très amoureuse de Roméo. Mais Roméo ne sait pas... Pardon, c'est pas ça. Pas tout à fait exact. Rosaline n'est pas du tout amoureuse de Roméo, pardon. Et Roméo est très amoureux de Rosaline, dans ce sens-là. Et Juliette, elle, est très amoureuse de Roméo, mais Roméo ne sait pas que Juliette est amoureuse de lui. Et en fait, l'effet Rosaline, c'est comme Roméo est très amoureux de Rosaline et qui ne sait pas que Juliette existe, il met tous ses efforts sur Rosaline, qui, elle, ne veut pas de lui. Et à partir du moment où on lui dit « Mais attends, Juliette est amoureuse de toi », tout d'un coup, ça ouvre son champ de négo, tu vois. Et il se dit, tiens, il y a peut-être d'autres solutions que Rosaline. Et donc, évidemment, il va aller vers Juliette. Et donc, l'effet Rosaline, c'est quand quelqu'un t'enferme comme s'il n'y avait qu'une solution, tu vois, à ta négo. Et tu ne vois finalement ton point de focus, il est biaisé, en fait. Parce que peut-être que si tu étais un peu plus créatif, si tu pensais de manière plus ouverte, tu découvrirais qu'il y a, à côté de Rosaline, il y a Juliette. Et que peut-être dans ta négo, tu pourrais tu vois, aller vers d'autres solutions que la solution qui te semble imposée. Donc l'effet Rosaline, c'est d'avoir des œillères. Ouais. Et comme disent les Américains, de ne pas think outside of the box. Exactement. Et en termes de négo, est-ce que ça peut être aussi une manière pour le négociateur, pour le vendeur, de focaliser l'attention de son client sur sa solution à soi ? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, un bon vendeur, quand il y a plusieurs solutions, son travail de négo, c'est de retirer les solutions à côté, annexes, c'est retirer pour t'amener à négocier sur la sienne. Te montrer, non, mais on ne peut pas négocier sur celle-ci pour telle raison, etc. Donc lui, son champ, c'est de t'amener vers un effet Rosaline. Mais le bon négociateur, c'est de sortir de cet effet Rosaline. D'ailleurs, sur les techniques d'Harvard, il te parle de BATNA ou de Mézor, c'est-à-dire, en fait, tu dois réfléchir, mais si j'arrive pas à négocier le deal, quelle est mon autre solution ? C'est the best alternative of a traded negotiated agreement, c'est-à-dire, si j'arrive pas à négocier, est-ce que j'ai une autre solution en dehors de la négo qui serait satisfaisante ? Donc, c'est une manière de sortir de cet effet Rosaline. Et souvent, les gens ne travaillent pas à leur BATNA, en fait.
ou leur stratégie de BATNA. Parce qu'en fait, la BATNA ou la Mésor, elle est Mésor, pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Mésor, meilleure solution de... C'est en français. C'est C'est meilleure solution de rechange. Ok. Là, on a vu la préparation. On a passé beaucoup de temps sur la préparation parce que finalement, c'est le sujet le plus important, la préparation. C'est important. Ouais. Et maintenant, on va rentrer dans la négo. Ouais. Alors, tu nous as parlé du biais d'émotion. On connaît trop bien son client, on cherche à être aimé, et donc on perd ses moyens de négociation. Il y a une catégorie de pièges qui est très importante dans cette négociation que tu décris, c'est les pièges d'objectifs. Ouais. Et là, il y en a toute une catégorie. Est-ce qu'on peut parler des pièges d'objectifs? Ah oui. Alors, les pièges d'objectifs. Alors, évidemment, le premier, ça serait de ne pas se fixer d'objectifs, mais bon, enfin, on va pas... Tu peux confondre objectif et ambition, mais bon, faire le mieux possible, par exemple, c'est pas un objectif. D'accord. Donc, un objectif, il y a certaines conditions. Mais bon, imaginons que j'ai un objectif. Je pense qu'un des plus grands pièges, c'est de se tromper d'objectif. Je te donne un exemple, peut-être pour illustrer. On était en formation d'un groupe de DG, de structure, et il y en a un à la fin de la première demi-journée, il vient me voir et me dit « Bon, je trouve ça très, très bien, mais là, j'ai un client là, il faut que j'augmente de 50% le prix de mon produit. Comment j'aborde la négo ?» Alors t'imagines, augmenter de 50% le prix d'un produit, ça, c'est pas forcément simple. Et je lui dis « Mais pourquoi tu veux augmenter de 50% le prix de ton produit ?» Il me dit « Parce que je veux arrêter de perdre de l'argent avec ce client. » Je lui dis « Alors c'est quoi ton objectif? C'est d'augmenter de 50% ou c'est d'arrêter de perdre de l'argent ?» Il me dit « Ben non, c'est d'arrêter de perdre de l'argent. » Si tu cadres, pour reprendre le framing, ton objectif, non pas comme augmenter de 50%, mais arrêter de perdre de l'argent, tu vois bien que la négo n'est pas du tout la même. Parce que arrêter de perdre de l'argent, ça ouvre mon champ de négo. Parce qu'il y a peut-être, j'ai plusieurs produits chez lui. Peut-être que la durée du contrat, peut-être que... Enfin, tu vois, j'ai plein de solutions. Alors que si j'arrive avec un objectif de plus 50%, à l'évidence, je vais me cracher dans ma négo. Et donc, si je me trompe d'objectif, et je peux autant citer, hein, j'attaque la négo de mauvaise manière. Après, pendant la négo, tu peux perdre ton objectif de vue. Ça, c'est très embêtant. Et c'est pour ça que normalement, tu as des techniques et tu affiches l'objectif. Tu peux perdre ton objectif de vue. Parce qu'en face, l'interlocuteur est très habile et nous emmène sur des voies de traverse. Ou très désagréable. J'ai un exemple peut-être pour illustrer. C'est en négo social. Une DRH qui m'appelle en disant on doit fermer un site. On a un super accord qu'on doit déposer à la directe, délégation de travail, mercredi prochain. Mais ça ne se passe pas bien. On a une grève depuis 15 jours. Je sens que mon équipe de négo ne va pas le faire. Est-ce que tu ne veux pas nous aider? Elle m'appelle un vendredi, tu vois. Je dis, bah non, vraiment, on a besoin de toi. Lundi matin, j'organise une visio, parce que c'est dans le sud de la France, une visio avec l'équipe de négo. Donc, il y avait le directeur de l'usine, le responsable du siège, la DRH. Bon. Et puis, tu poses des questions juste pour comprendre. Ok, c'est l'équipe de négo. Bon, tu ne rentres pas dans les rôles parce qu'ils n'ont pas été formés, donc ce n'est pas le sujet. Mais première question, c'est quand votre prochaine ronde de négo? Et tu dis, prochaine ronde de négo, c'est cet après-midi. Ok. Vous allez faire ça où? C'est bête comme question. Vous allez faire ça où? Alors là, ils se regardent, ils disent, dans le bureau de Gérard, le directeur. Alors, petit truc comme ça, première erreur, on ne fait jamais de négo dans le bureau du dirigeant. Enfin. Et là, la DRH dit, non, on ne va pas s'entendre. Parce qu'en fait, ils ont mis, tu sais, des bras zéro et des tonneaux sous le bureau du directeur et ils tapent dessus toute la journée et on ne s'entend pas, ça fait trop de bruit, quoi. Et là, le directeur dit, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Et ça y est, le gars, ça fait 6 mois qu'il se fait insulter, machin, etc. Là, son objectif, ça devient de punir les mecs de leur mauvais comportement. Il a perdu de vue que son objectif de négo, c'est de signer l'accord. C'est pas de montrer que les mecs sont méchants et tant pis pour eux s'ils n'écoutent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ton émotion négative prend le dessus, tu veux avoir raison, tu deviens le justicier de la nuit, etc. Tu vois, et donc, tu perds ton objectif de vue. Et ça, dans combien de négos ça arrive, tu vois?
Ou ton objectif, c'était d'avoir ça, puis finalement, ça devient je veux préserver mes bonnes relations. Mais non, ton objectif, c'est pas ça. Ton objectif, c'est d'avoir une négo dans les meilleures conditions. Tu vois. Alors, je peux perdre de vue mon objectif initial. Je peux aussi révéler mes objectifs à travers des pièges que me tend la partie adverse. Comment est-ce que la partie adverse peut me forcer à dévoiler mes objectifs? Ah oui, alors ça, c'est... Il y a des pièges comme ça qu'on a sur ce qu'on appelle des questions, je ne sais plus le terme qu'on a choisi, mais c'est un peu des questions perverses, où je vais te poser des questions qui paraissent honnêtes, mais en fait qui te font avouer. Par exemple, allez, dites-moi, ça serait quoi la plus belle offre que vous pourriez accepter? La meilleure offre, ou la plus basse, tu vois. Voilà, je te force à te dévoiler ta limite. Non, et tu as plein de questions comme ça, enfin plein, quelques-unes, qui sont des questions qui paraissent coopératives, collaboratives, mais qui en fait sont des questions où tu te tires une balle dans le pied en fait. Donc il ne faut pas y répondre. Et non, il ne faut pas y répondre, évidemment. C'est la réponse, c'est très bonne question. Et quelle est la meilleure offre que vous pourriez me faire? Tu vois, mais évidemment que tu ne vas pas répondre sur ta limite basse. Élément de négo aussi, tu parles d'accord paradoxal. Est-ce que tu peux nous parler de l'accord paradoxal? Je trouve ça assez intéressant. Les accords paradoxaux, il y a des... en fait, c'est... Comment dire? Par exemple, on aboutit à un désaccord. D'accord? Tu peux pas dire ça vraiment dans une négo si tu veux que ça continue. Parce qu'en fait, une négo, tant qu'elle continue, tout va bien. Donc c'est le principe d'incrémental. Une négo, c'est toujours incrémental. C'est pas tout du jour au lendemain. Et donc, comment tu fais de manière paradoxale alors que tu tombes sur un non-accord pour continuer la relation? Tu vas avoir une approche paradoxale. Tu vas dire, bon, je crois que nous sommes d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Oui, on est d'accord. On est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Donc, tu vois, je continue dans la relation. C'est paradoxal, hein, parce qu'on n'est pas d'accord. Mais on est quand même d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Ce qui est la base de notre prochaine réunion, où, quand même, il y a quelques points sur lesquels on est à peu près OK. On est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Donc, on se reprend rendez-vous pour avancer. Et ce qui est très important, c'est de continuer dans la relation. Tu transformes du négatif en positif, finalement. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça, ou tu le frame, enfin, tu le cadres de manière... Paradoxalement, quelque chose qui peut être bloquant va devenir quelque chose qui va te permettre de t'appuyer, enfin tu vas pouvoir t'appuyer dessus pour avancer. Un autre piège que tu mentionnes, c'est les négociations parallèles, et ça peut court-circuiter, pénaliser une négociation. Comment est-ce qu'on se met en garde contre ces négociations parallèles? Alors très important, exemple de négociation parallèle, tu es en train de négocier, et puis ton président dîne sur un dîner des clubs avec l'autre président et puis il ne sait pas trop où tu en es, mais il dit que ce deal doit se faire et il te savonne la planche dans ta négo. Exemple de négo parallèle. Pour éviter ça, dans ta préparation, il y a quelque chose de très important en tant que négociateur. C'est la négociation de ton mandat de négo. D'accord ? Et quand tu vas négocier ton mandat de négo avec l'instance supérieure, entre guillemets, donc qui peut être ton chef, le chef de ton chef, etc., il faut que ce soit hyper clair que c'est toi qui as le mandat et que c'est toi qui vas négocier jusqu'au bout et qu'on ne va pas te court-circuiter. Et donc ça, vraiment, c'est un truc d'éducation et de culture dans les groupes. Alors bon, si tu as un président qui est 4 niveaux au-dessus et qui fait ce qu'il veut, tu t'éviteras pas si tu veux. Mais le plus possible, quand tu vas négocier ton mandat, quand tu vas dire « Ok, j'ai le mandat là-dessus », et quand t'expliques dans ton mandat qu'on est d'accord sur les limites, on est d'accord sur les max, on est d'accord sur le non négociable, etc., et que tu valides qu'on est bien d'accord, normalement, si c'est la chaîne de validation, elle remonte jusqu'en haut, tout le monde est au courant et on va pas te bypasser. Mais si tu négocies mal ton mandat ou si tu ne négocies pas, tu peux te faire bypasser sur des négociations parallèles, quoi. Et donc elles sont moins efficaces parce qu'on peut se dire aussi que le président qui va dîner avec le président, ça peut m'aider dans la négociation. Ça peut t'aider ou te desservir. Oui, ça peut t'aider si le gars est super bon en négo et que ça se fait dans l'autre sens. Bien sûr. Et c'est moins contrôlé, quoi. Donc c'est un piège. Exactement. Puis toi, en tant que négociateur professionnel, ça te crée un deuxième problème, c'est que tu es décrédibilisé. Et que la prochaine négo, on va dire
OK, nos présidents vont régler le problème. D'accord. Et donc, c'est pas bon. Autre piège, le conflit. Le conflit, c'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose dans une négociation? Non, le conflit, c'est une mauvaise chose. La confrontation est une bonne chose. Alors, si tu ne sais pas faire la nuance entre conflit et confrontation, en tant que négociateur, c'est un problème. Donc la confrontation, elle est évidente, elle est au cœur d'une bonne négociation. Et d'ailleurs, ça m'amène à un sujet, dans les pièges de négo, c'est quand tu confonds le compromis et le consensus. D'accord. D'ailleurs, quand tu fais une formation en négo, tu demandes aux gens c'est quoi une bonne négo? Ils disent c'est où il y a des compromis, win-win, etc. Le compromis, c'est pas une bonne négo. Parce que le compromis, toi tu voulais blanc, moi je voulais noir, je voulais 100% noir et toi tu voulais 100% blanc. Et à la fin, moi je vais avoir 40% noir et toi tu auras 60% blanc. Tu seras un peu plus content, mais en vérité tu voulais 100%, donc tu es frustré. Et moi je voulais 100%, j'ai 40%, je suis encore plus frustré, mais on va quand même signer. Le consensus, c'est pas ça. Le consensus, tu voulais blanc, je voulais noir. À la fin, on a du gris. Et on est tous les deux d'accord sur le gris. Un peu plus foncé, un peu gris clair, mais c'est du gris. Tu vois, on a construit quelque chose ensemble. Et donc ça, tu y arrives par la confrontation. Le conflit, il aboutit au compromis. La confrontation, elle aboutit au consensus. Donc, non au conflit, parce que finalement, tu vois, c'est un combat. Le conflit, c'est j'ai l'impression que plus je t'en donne, moins j'en ai. La confrontation, c'est on va travailler ensemble pour finalement, ce que les Américains appellent expand the pie, agrandir le gâteau et créer de la valeur ensemble. Donc le conflit est un piège, la confrontation est un avantage. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond très clairement. On a vu la préparation, on a vu la conduite de la négociation. Après la négociation, le rétex, le retour d'expérience. Christophe Coppet en parle beaucoup. Ouais. Pourquoi c'est important de faire un retour d'expérience? J'ai gagné ma négo, c'est bon, je suis content, on va célébrer, on va se faire un repas ensemble. Même sur une négo réussie, il faut quand même faire un retour d'expérience? Ouais, c'est paradoxal, mais oui. Il faut faire un retour d'expérience parce que quand tu réussis, d'abord, tu ne sais pas forcément pourquoi tu as réussi. Tu penses que tu sais, mais tu ne sais pas. Parce que s'il y a de la préparation, la constitution d'équipe, le premier round de négo, la conclusion, etc., il y a plein d'éléments qui font que tu as réussi ou que tu as échoué ou que tu aurais pu échouer. Voilà. Donc c'est super important de faire une radiographie de toutes ces étapes et de voir peut-être ce qu'on aurait pu faire encore mieux. Parce que tu as réussi, qu'est-ce que ça veut dire j'ai réussi en négo, honnêtement? Quand tu as signé un deal, ça ne veut pas dire que tu as réussi ta négo. Ça veut dire qu'elle a abouti, mais ça ne veut pas dire que tu l'as réussi. Parfois, il vaut mieux ne pas aboutir, d'ailleurs. Donc, c'est très important de savoir est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux, comment on aurait pu faire différemment, à quel moment on a eu des points de faiblesse, etc. etc. Et quand tu la rates, c'est aussi important. Parce que c'est facile de dire que toi, on était trop cher, oui, mais le concurrent a fait ci. C'est facile d'une analyse à l'emporte-pièce. Tu vois. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour la réussir? Comment on aurait pu faire différemment? Est-ce que vraiment on s'est bien préparé? Est-ce qu'on a bien joué la partition? On le savait, cette info, on l'avait. Pourquoi on ne l'a pas utilisée? Tiens, il nous a donné cette info en plein milieu de la négo. Pourquoi on n'a pas arrêté la négo à ce moment-là, fait un pas de côté pour revenir? Pourquoi on a continué sur notre schéma de base? Donc c'est super important de faire ça. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas. Et ce que tu disais fort spécial, c'est que s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce que chaque négo est fait en rétex, qui a deux objectifs. Le premier, c'est de progresser, et le deuxième, c'est de préserver l'équipe. Parce que si tu débriefes pas une négo que tu as échoué, bah, les gars dans l'équipe, tu les désengages. Et la négo d'après, ils y vont, ils y croient pas, etc. Donc c'est une catastrophe pour l'équipe. Et puis en plus, tu progresses pas. Et quand tu as réussi, c'est aussi important que tout le monde comprenne qu'on a réussi en équipe. Quand il y a une équipe, évidemment, si tu négocies tout seul, c'est plus compliqué de faire un rétex tout seul. Bon. Et puis, c'est important de capitaliser sur comment je vais reproduire ces bonnes pratiques. Comment on structure un rétex? Un rétex, il faut vraiment prendre tes différentes étapes de la négo, les différents rôles, et à chaque fois voir à chaud, tu vois, qu'est-ce que je ressens, à mon avis, à quel moment ça a basculé, qu'est-ce qu'a pensé l'autre, quels ont été les arguments forts, qu'est-ce que j'ai concédé à raison ou à tort, tu vois. C'est super intéressant. C'est une bonne négociation. On dit qu'elle est réussie sur la négociation des intangibles. C'est quoi les intangibles? Les intangibles, c'est ce qui ne se chiffre pas, en fait.
Ok. D'accord? Tu as toujours l'impression qu'une bonne négo, si je te donne 100, il faut que je récupère 100 quelque part. Tu vois. Mais en vérité, ce qui a de la valeur pour toi n'a peut-être pas de valeur pour l'autre. Ce qui a de la valeur pour l'autre a peut-être moins pour toi. Et souvent, ça se joue sur les intangibles. Par exemple, tu sais bien que si tu as un gros client qui accepte de te faire une super campagne de pub et de parler ce que tu as fait chez lui, ça a énormément de valeur. Pour lui, ça lui coûte rien, mais pour toi, ça a de la valeur. Et tu seras prêt à faire un prix sur ton produit parce que tu vas avoir une contrepartie qui, lui, ne lui coûte rien. D'accord? Et cette négo, s'il est malin, il va la jouer. D'accord? Sur l'intangible. Donc voilà, donc quand tu fais ton rétexte, est-ce que j'ai bien joué? Est-ce que je reprends ma liste, hein, j'avais fait une wish list de mes intangibles, j'avais fait une liste de mes concessions, est-ce que je suis allé au bout? Est-ce que dans ma balance des pouvoirs, j'ai bien analysé tous les pouvoirs? C'est à 12 pouvoirs dans une négo qui peuvent influencer. Est-ce que j'ai fait une bonne analyse? Enfin, voilà, un bon rétexte, c'est quelque chose qui va reprendre l'ensemble, voir ce qu'on aurait bien fait, voir ce qu'on a raté, et essayer de réfléchir sur ce qu'on aurait pu mieux faire. Est-ce qu'on a été créatif au départ ou pas? Deuxième grand conseil que tu donnes sur cette partie après la négo, tout documenter. Comment est-ce qu'on documente tout et qui doit faire ça et comment est-ce qu'on le structure? Est-ce que tu peux nous donner des conseils concrets? Ouais, alors ça c'est intéressant. Il faut tenir, quand tu commences une négo, il faut que tu tiennes un livre des concessions que tu fais et de pourquoi et comment. Dans toute négo. Et ça te servira derrière à la documentation de la négo avec le rétexte. Mais personne ne le fait, ça, et je t'assure, c'est vraiment dommage, parce qu'à un moment donné dans ta négo, le gars en face de toi, s'il est bon, il va te dire « Bon, allez, vous pouvez au moins me lâcher ça quand même, vous êtes un chien de la case, vous n'avez rien lâché depuis le début, là je vous demande ça, là pour conclure, qu'est-ce que vous attendez ?» Et toi, honnêtement, ça fait 3 semaines que tu négocies, tu as fait 5 rounds de négo, tu ne te souviens pas ce que tu as lâché, ce que tu as abandonné, etc. Et là, tu es fatigué. D'accord? Un des pièges, c'est la fatigue. Et là, tu es fatigué. Et tu ne sais plus quoi dire. Si tu as tenu un registre, tu te dis, alors attendez, c'est intéressant ce que vous me dites, mais je vous rappelle que le jour 2, vous nous avez demandé ça, on vous l'a donné. Oui ou non? Vous nous avez demandé ça, on vous l'a donné. Ça, vous avez pu le valoriser, etc. Et tu remets en contexte. En négociation sociale, c'est exactement la même chose. Tu vois, parce qu'en fait, en négociation, souvent c'est mal fait, donc la direction propose, et puis petit à petit elle lâche. Donc c'est pas des vrais négos en fait, mais bon, peu importe. Et à la fin, les partenaires se disent ouais, vous lâchez rien, vous pourriez moins faire ça. Si tu n'es pas capable de reprendre, tu vois, sur le mois qui vient de passer, sur les 5 rounds qu'on a fait, tout ce que tu as lâché, au moment où il faut le faire, hein, c'est-à-dire vraiment au moment de la conclusion, bah, tu es faible en fait. Donc il faut vraiment nourrir ce cahier des concessions, tout ce que tu as donné, et ça te servira derrière pour documenter ton rétexte et tes négociations à venir. Un métier passionnant, un métier complexe qui sert dans la vie quotidienne. Tu es un grand avocat du rôle du Chief Negotiation Officer dans les entreprises. Peut-être qu'on peut conclure sur ce rôle de Chief Negotiation Officer. Ouais. Comment est-ce qu'il pourrait être introduit dans les organisations et est-ce que tu as vu des exemples concrets de ces rôles mis en place? Non, je sais que ça existe. En France, j'en ai pas vu. Mais ça se développe. C'est vraiment au tout début. Hein. Mais quand tu te rends compte que tes contrats, tes négociations annuelles sur les salaires, tes gros contrats avec tes clients, tes gros contrats au niveau de l'achat, partout, tu as de la négociation pour ton loyer, l'achat de ton immeuble, enfin peu importe. Si tu te dis qu'à chaque fois, tu n'as pas envoyé un pro de la négo et que tu as perdu quelques pourcents, à chaque négo, c'est des millions d'euros, tu vois, qui partent en fumée. Et donc, si tu te dis que la négo, c'est un métier, parce que tu l'as compris, eh ben, tu as un Chief Negotiation Officer qui va t'accompagner sur toutes les négos, parce que c'est son métier, parce qu'il sait le faire. Tu vois. Et ça change tout quoi, à l'arrivée. Donc moi, je pense qu'il faut... voilà, c'est un métier hyper transverse, tu as besoin de ça. Donc, si vous n'avez pas de Chief Negotiation Officer, première chose, vous achetez la négociation émotionnelle et piège de négo. Et puis, si vous avez besoin de conseils, vous contactez Frédéric Bonneton et Christophe Coppen. Ils sont juste incroyables. Un grand merci. Merci de ton invitation, c'est toujours un plaisir, Roland. C'est un bonheur. Et puis à très bientôt il va falloir que je renégocie pour que tu reviennes dans quelques mois pour parler peut-être de négociation dans un contexte particulier. C'est toujours aussi passionnant. Merci Frédéric. Merci de ton invitation. À bientôt. Merci à tous de votre fidélité.
N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette masterclass. On invite toutes les semaines des personnalités de choix pour vous donner une bouffée d'oxygène et vous aider à manager plus efficacement et être des meilleurs leaders. Donc votre soutien est important, ça motive toute l'équipe. On est très heureux d'organiser ces masterclass tous les jours grâce à votre fidélité. Merci à tous, bonne journée.